Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IA multimodale. C'est une technologie qui va bien au-delà du simple texte. En gros, elle permet à une intelligence artificielle de percevoir le monde d'une manière qui se rapproche beaucoup plus de la nôtre, en combinant la vue, l'ouïe et la compréhension. Imaginez une seconde, et si une IA pouvait regarder une image ou une vidéo, et pas seulement la décrire, mais vraiment en discuter, raisonner dessus, répondre à des questions super pointues. Eh bien c'est exactement ça la promesse des modèles dont on va parler. Allez, pour que ce soit bien clair, regardons un exemple concret. On a ici une image qu'on a montrée à un modèle d'IA de DeepMind, et on lui a demandé de la comparer, mettons, à un dessin du même animal. Sa réponse, elle est assez bluffante. Il est capable de dire le deuxième est un vrai flamant rose. Ce qui est fou ici, c'est qu'il ne se contente pas de reconnaître un oiseau. Non, il comprend le support, le style, le contexte de l'image. On est vraiment à un tout autre niveau de compréhension. Allez, on continue. Là, le modèle ne voit pas juste une pomme. Non, il va plus loin. Il repère un tout petit détail, un autocollant. Et surtout, il est capable de lire ce qui est écrit dessus. L'autocollant dit iPod. Et ça, cette capacité à lire du texte dans une image et à l'intégrer dans sa compréhension, c'est vraiment un pas de géant. Et là, avec cet exemple, on monte encore d'un cran. On parle de raisonnement. Le modèle identifie la ville Chicago, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on lui demande de se justifier. Il ne sort pas une réponse vague du genre les grands immeubles. Non. Il pointe un élément ultra précis, l'aquarium shed en arrière-plan. Et ça nous montre qu'il connecte l'info visuelle à une base de connaissances gigantesque sur le monde réel. Bon, tout ce qu'on vient de voir en action, ça a un nom, évidemment. Ça s'appelle un modèle de langage visuel ou VLM pour les intimes. C'est le terme un peu technique pour désigner ces IA qui sont capables de fusionner la compréhension du langage et celle de la vision. Et grâce à ça, elles réalisent des tâches qui semblaient totalement impossibles il y a encore très peu de temps. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Comment une telle technologie est-elle possible? Allez, on va jeter un œil sous le capot pour comprendre un peu l'architecture de ces modèles. L'idée de base, en fait, elle est super intuitive. C'est comme si on donnait des yeux à un cerveau déjà existant et très très puissant. Imaginez, on a un modèle de langage hyper intelligent, un vrai pro du raisonnement, du texte, mais il est aveugle. L'idée, c'est de lui greffer des yeux en quelque sorte. On lui ajoute un modèle de vision super performant pour qu'il puisse enfin appliquer toute son intelligence au monde visuel. Et ce qui est vraiment génial dans l'architecture de modèles comme Flamingo, c'est l'approche. Plutôt que de tout reconstruire de zéro, ce qui serait monstrueux, l'idée est bien plus ingénieuse. On prend un super modèle de vision qui existe déjà, on prend un super modèle de langage, on les gèle, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à leurs connaissances, et on ajoute entre les deux de toutes nouvelles couches qu'on va entraîner. Ces couches, c'est une sorte de pont, un traducteur qui va permettre aux deux mondes de se parler. Évidemment, pour que ce pont fonctionne, il faut l'entraîner. Et comment on fait ça? On lui montre le web. En entier, ou presque. On lui donne des ensembles de données gigantesques, avec du texte, des images, des vidéos, tout mélangé. Exactement comme sur n'importe quelle page web. C'est comme ça que le modèle apprend, petit à petit, à faire le lien entre les mots, par exemple un chaton mignon, et l'image qui va avec. Voilà pour la théorie. Maintenant, voyons ce que cette architecture donne concrètement, en pratique. Et petit spoiler, les résultats sont, disons, assez spectaculaires. Le point absolument crucial à comprendre ici, c'est un concept qu'on appelle l'apprentissage few-shot. Pour faire simple, avant, pour qu'une IA apprenne une nouvelle tâche, il fallait la bombarder de milliers, voire de millions d'exemples. Avec le few-shot learning, le modèle est tellement bon pour généraliser qu'il peut apprendre une tâche complètement nouvelle avec juste une poignée d'exemples. Et la puissance de cette approche est flagrante. Si on compare, d'un côté, on a les anciens modèles, des spécialistes entraînés sur des milliers et des milliers de données pour une seule tâche. Et de l'autre, on a Flamingo, qui avec seulement 32 petits exemples, arrive à faire aussi bien et parfois même mieux. C'est un gain d'efficacité qui est juste colossal. Mais alors, pourquoi c'est si important cette histoire? Eh bien, parce que cette efficacité, ça change tout. Utiliser jusqu'à 1000 fois moins de données, ça ne veut pas juste dire qu'on économise du temps et de l'argent. Non, ça veut surtout dire qu'on peut créer des IA spécialisées beaucoup plus vite. Ça ouvre la porte à des équipes plus petites, avec moins de moyens pour développer des applications super puissantes. En bref, c'est un grand pas vers une IA plus agile et surtout plus accessible. Ok, donc on a des résultats qui sont extrêmement prometteurs, on est d'accord. Une capacité de compréhension visuelle qui est vraiment impressionnante. Mais il y a un mais. La perception, ce n'est que la moitié du chemin. La vraie frontière, le défi le plus dur, c'est de passer de cette compréhension un peu passive du monde à une action concrète à l'intérieur de ce monde. Et c'est là, notamment dans la robotique, qu'on va voir si la théorie tient la route face à la réalité.
Et ça, c'est la question fondamentale. C'est bien beau d'avoir un modèle qui peut décrire une scène dans les moindres détails, mais est-ce qu'il peut utiliser cette compréhension pour, par exemple, décomposer une tâche simple comme débarrasse la table en une série d'actions logiques et surtout physiquement possibles pour un robot? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner un chiffre, un seul, 19%. C'est un chiffre assez brutal, on ne va pas se mentir, et il résume à lui seul l'énorme défi qui nous attend. Ce 19%, c'est le taux de réussite de GPT-4V, qui est pourtant l'un des modèles les plus avancés du moment quand on lui demande de planifier des tâches pour un robot. Et attention, on lui demande ça zéro shot, c'est-à-dire sans lui donner le moindre exemple au préalable. C'est le résultat d'une étude très récente, ATP Bench, qui a justement été conçue pour tester cette capacité. On a donc un contraste absolument saisissant, et c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. D'un côté, on a un modèle capable d'un raisonnement de haut niveau sur une photo de Chicago, et de l'autre, ce même type de modèle galère complètement à planifier des gestes physiques tout simples pour un robot. Ce fossé entre la perception, qui reste abstraite, et l'action, qui est ancrée dans le monde physique, il est bien réel et il est profond. Alors pourquoi ce taux de réussite est si bas? L'étude a identifié les raisons principales de cet échec. Et ce ne sont pas des petits détails, ce sont des problèmes vraiment fondamentaux. Par exemple, une mauvaise perception de l'espace, juger une distance, une position. Il y a aussi des erreurs dans la reconnaissance des objets, surtout quand il y a beaucoup de bazar dans la pièce. Et puis, le plus gros morceau, c'est la difficulté à comprendre la causalité physique, c'est-à-dire enchaîner les actions dans un ordre logique pour arriver à un résultat. Tout ça nous amène donc à la frontière actuelle de la recherche. Quels sont les grands obstacles à surmonter? Quelles sont les questions qui tiennent les chercheurs éveillés la nuit en ce moment? On peut résumer les obstacles actuels en 3 points majeurs. Premièrement, le coût de calcul. C'est juste astronomique. Pour donner une idée, l'entraînement du plus grand modèle Flamingo a pris 15 jours sur plus de 1500 puces graphiques haut de gamme. C'est énorme. Deuxièmement, les biais dans les données. Comme ces modèles apprennent sur le web, ils absorbent tout. Le meilleur, mais aussi le pire, y compris nos stéréotypes et nos préjugés. Et ça peut mener à des résultats problématiques. Et enfin, on y revient, ce fameux fossé de l'action. Cette difficulté à passer de la vision à l'action concrète reste le principal verrou à faire sauter, surtout pour la robotique. La grande question qui reste ouverte, c'est donc celle-ci. C'est le défi central pour les années à venir. Comment passer d'une IA qui est une simple spectatrice de notre monde à une IA qui peut y agir, y participer de manière à la fois utile et sûre? Le chemin est encore long, c'est certain, mais les progrès, eux, sont absolument fulgurants. C'est tout pour cette analyse, merci de l'avoir suivi.